ambiance sur le plateau de LGT, amis sportifs, bonsoir. LGT vous accueille maintenant. Bienvenue à la grande team, le sommaire de l'émission. Sommaire. Au menu de la grande team ce soir, les derniers scoops, c'est dans LGT News. CHAN 2022 au quotidien. Les changements apportés par Aïdara Swaleo vous ont-ils convaincus? On en parle dans notre sous-rubrique Éléphant Express. Excellente soirée avec la grande team. Plus 225 27 21 59 93 99. Le téléphone sera ouvert dans une trentaine de minutes. La question LGT, les changements apportés par Aïdara Swaleo vous ont-ils convaincu? On parle et on parlera encore des éléphants de Côte d'Ivoire après leur deuxième sortie face à la République démocratique du Congo. Je l'ai dit, c'est dans une trentaine de minutes, mais pour l'heure, LGT News. Débarrons tout de suite nos news de ce jeudi par le taekwondo. Bagbirut, distinguée, incontestablement la meilleure taekwondoïne féminine ivoirienne, encore en activité, Bagbirut vient d'être honorée par l'Union africaine de taekwondo. En effet, la double médaillée olympique de bronze a été distinguée présidente des athlètes de cette association. En acceptant ce rôle, je m'engage à donner le meilleur de moi-même pour représenter la voix des athlètes et contribuer au succès de l'organisation. C'est à son tour réjoui Bagbirut. Un tour au tennis avec cette nouvelle un peu triste pour le tennisman espagnol. Rafael Nadal absent pour des semaines, 6 à 8 semaines, voilà le clamatoire, a-t-il posté sur son compte Twitter. Un clin d'œil à la boxe à présent. Tony Yoka à l'épreuve de Carlos Takam le 11 mars. 10 mois après sa cuisante défaite devant Martin Bancolé, Tony Yoka remontera sur le ring le 11 mars prochain à Paris. Son nouvel adversaire n'est autre que le vétéran Carlos Takam, âgé de 42 ans. Les deux boxeurs auraient dû se croiser le 15 janvier 2022 à l'Accor Arena de Paris-Bercy, mais Takam avait été contraint à signer forfait pour une blessure au poignet gauche. Ce combat est donc très attendu par les férus du noble art. Intéressons-nous au football avec cette bonne nouvelle. Aristide Bansé passe ses diplômes d'entraîneur. Aristide Bansé a déjà opté pour sa reconversion. L'ancien international burkinabé est désormais focus sur le métier d'entraîneur. Actuellement à Yamoussoukro, il est en formation pour l'obtention d'un diplôme. L'ex-sociétaire de l'ASEC Mimosa travaille sous la houlette de la direction technique nationale et espère ainsi décrocher le précieux sésame qui lui permettra de faire ses armes en tant que technicien. Nous lui souhaitons bonne chance. Retour sur la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. France-Argentine, c'était 1,5 milliard de téléspectateurs. La FIFA a communiqué hier mercredi les chiffres de la finale du mondial gagnée par l'Argentine face à la France au tir au but. Ce match a fait recette à travers le monde puisque ce sont 1,5 milliard de téléspectateurs qui ont suivi cette rencontre. Un record vu que la finale entre la France et la Croatie en 2018 a enregistré 1,12 milliard de téléspectateurs. Terminons ces news avec le Real Madrid. Ancelotti serein malgré les doutes. Carlo Ancelotti a évoqué la mauvaise passe traversée par le Real Madrid, battu récemment par son rival, le Barça en Supercoupe d'Espagne. Avec 2 défaites en 4 matchs depuis le début de l'année civile, le technicien italien a rassuré les fans de son équipe. Nous devons rester calmes et confiants. La saison est très longue et nous allons nous battre jusqu'à la fin de toutes les compétitions. Je suis convaincu que nous allons sortir de cette dynamique, a-t-il promis. Et puis, information de dernière minute, Eric Bertrand Bailly, le défenseur de Marseille, prend 7 matchs de suspension, 7 matchs de suspension à hauteur d'un coup de pied involontaire mais spectaculaire sur un joueur de IRS en Coupe de France. Eric Bertrand Bailly n'a pas été épargné par la commission de la Fédération française de football qui lui a infligé 7 matchs de suspension. Il en a déjà purgé 2, il reste 5 à notre Eric Bertrand Bailly. Qu'est-ce qui arrive aux défenseurs des éléphants après plusieurs blessures? Maintenant, c'est la suspension pour Eric Bertrand Bailly. On espère qu'il reviendra très vite à la compétition. Et puis également, ce match de gala entre le Paris Saint-Germain et Al Nassr du côté de l'Arabie Saoudite, peut-être la dernière confrontation
entre les deux géants du football mondial sur ces 15 dernières années, Lionel Messi du Paris Saint-Germain et Cristiano Ronaldo de Al Nassr. Score final 5 buts à 4. On voit là les joueurs en train de se congratuler dans le tunnel pour entrer au stade. Gros plan sur Lionel Messi. Juste avant, c'était Cristiano Ronaldo. Les deux géants du football mondial à l'heure actuelle. Eh bien, ils se sont retrouvés pour ce match de gala. Cristiano Ronaldo a inscrit 2 buts. R7 est toujours aussi bon. À 37 ans, il est bon pour le service sur penalty, l'une de ses spécialités. Voilà, le but de Cristiano Ronaldo. Il en a inscrit 2 dans ce match de gala. À la joie d'ailleurs des nombreux supporters qui ont effectué le déplacement pour voir ce match de gala entre le Paris Saint-Germain et Al Nassr d'Arabie Saoudite. Lionel Messi a inscrit 1 but pendant qu'on revoit encore ce penalty de Cristiano Ronaldo. Geste magnifique du Portugais. Et puis, a inscrit 1 but. Kylian Mbappé a inscrit également 1 but. Le meilleur joueur du match, c'est Cristiano Ronaldo. Il n'est pas encore fini, Marcel Gourou. Ouais. Cristiano Ronaldo n'est pas encore fini. Oui, tout à fait. Je pense que les grands joueurs ne meurent pas si facilement. Ils ont voulu l'enterrer, c'est vrai. Il se retrouve en Arabie Saoudite. Mais devant la pléiade de stars du PSG, Cristiano a montré qu'il lui reste encore de beaux restes. Je rappelle que les images sont de nos confrères de Beansport sur ce match de gala entre Paris Saint-Germain et l'équipe de Al Nassr d'Arabie Saoudite. Bravo donc à Cristiano Ronaldo, bravo à Messi qui a inscrit un but, bravo à Kylian Mbappé qui a inscrit un but également. On va revenir un peu sur quelques informations concernant LGT News. Je commence avec vous, ma chère Yellow. Je vais d'ailleurs présenter mon équipe du soir. Bon, Marcel Gourou est avec moi depuis. Bonsoir. Bonsoir. Le Griago, bonsoir à vous. Bonsoir Stéphane. On a 2 remplaçants qui sont là, des habitués du plateau, qui ont mis un peu d'ambiance dès leur arrivée sur le plateau. Ils sont un peu surpris de me voir dans cette position. Ils m'ont bien chambré. Yellow, bonsoir. J'ai envie de continuer l'ambiance. Henri Joël, bonsoir. Bonsoir, oui. Vous allez bien? Ouais. Bon, tout viendra. Ça va très bien. Allez, Yellow, Ruth Bagby honoré notre grand champion de taekwondo, honoré par ses pairs. Oui, quel honneur pour la Côte d'Ivoire, mais surtout pour Ruth Bagby, double médaillée des JO, double championne du monde de taekwondo dans sa catégorie, quintuple championne d'Afrique encore dans sa catégorie au taekwondo. Je crois que c'est pour moi le sommet. Elle est au sommet de son art sur le plan continental et sur le plan international. Là, elle est la présidente des athlètes de l'Union des athlètes de taekwondo. Son mandat durera sur 2 ans, de 2023 à 2025. Elle nous a confié que jusque-là, elle n'a pas encore eu son cahier de charge, qu'elle attend encore. Mais pour moi, je suis véritablement contente pour Ruth Bagby, qui est pour moi le prototype de l'athlète parfait. Elle est posée. Elle n'est pas dans tout les tapages. Très belle carrière. Abnégation, résilience, travail acharné et puis les résultats suivent. Pour moi, c'est un très bel exemple de résilience dans le monde du sport et dans le monde du taekwondo. Henri Joël Bois, Tony Yoka vient affronter Takam. Carlos Takam, le Camerounais. Ça ressemble à une dangereuse affiche pour Tony Yoka. C'est ça, hein. Parce que quand j'ai vu l'affiche, j'ai posé beaucoup de questions. C'est-à-dire, quand on sort d'une défaite face à Bakolé, et que là, on se prend Takam, Takam, dont on se souvient, son dernier combat, c'était face à Joshua. Oui. Il est allé même jusqu'à 39 ans, parce qu'il avait 39 ans en ce moment. Il allait jusqu'au 13e round, 10 ou 11 rounds. 10 ou 11 rounds avec Joshua. C'est vrai, là, j'ai passé par là, il 42 ans. Oui. Mais 42 ans, quand on voit le physique de Takam, et quand on voit aussi le physique de Yoka, on se dit que, parce que quelque part, Takam, il est plus imposant que Bakolé. Hein. C'est vrai, peut-être l'âge fera Bakolé est peut-être plus grand. Takam est plus petit, mais avec le physique de voilà. Il est redoutable, ce Carlos Takam. Très redoutable, et j'ai craint même pour Yoka, parce que quand on sort d'une défaite face à Bakolé, et qu'on se prend Takam en cas de deuxième défaite d'affilée, ça pourrait être la catastrophe. Ça peut plomber carrément la carrière de Takam. Donc c'est un gros risque qu'il est en train de prendre. Maintenant, s'il réussit à battre Takam, forcément, ça va lui ouvrir pas mal de portes. Parce que Takam aussi... il va le restaurer. Comment le restaurer. Takam, il est très bien classé au niveau de... Malgré son âge, il est très bien classé au niveau du ranking mondial. Donc ça va quand même peut-être lui ouvrir certaines portes. Mais, parce qu'il y a le mais, s'il perd, encore une fois, face à Takam... Mais en tout cas, c'est un excellent défi pour Tony Yoka. En cas de victoire, il pourrait entrer dans le classement du top 10 mondial. Attention, c'est un combat qu'on va suivre de près. Carlos Takam contre Tony Yoka. Begriago, la suspension de Eric Bertrand Bailly. 7 matchs de suspension. Qu'est-ce qui arrive à notre libéraux
Oui, il revenait très bien après plusieurs blessures. Et j'ai eu ce match-là en Coupe de France où il a fait ce geste-là de Kung Fu qui a atteint ce joueur-là du club-là. Et puis après, il a été suspendu. Pour moi, c'est lourd, mais c'est souvent mérité. Il y a eu plusieurs cas comme ça dans le football. Il y a eu un cas Basiboli, plusieurs cas dans le football. Tant que le joueur qui a été blessé n'est pas rétabli, j'ai une longue peine. Et Bailly est en train de payer cette peine-là. Pour moi, c'est vraiment dommage pour un défenseur qui revenait à son meilleur niveau et qui avait fait 2 bons matchs successifs. Pour Bailly, c'est vraiment dommage. Bon, maintenant, il faut que les blessures s'arrêtent, il faut que les suspensions s'arrêtent et que Bailly fasse une très bonne année 2023. Et qu'en janvier, il a conduit, si possible, la défense des éléphants de Côte d'Ivoire pour la CAN. C'est le mal qu'on peut lui souhaiter. C'est notre souhait. Très bien. Allez, messieurs, on va avancer. Le avec Bailly, c'est qu'il est en prêt du côté de l'OM. Ouais. À Manchester United, tout va bien au niveau des défenseurs centraux. Donc, parce que si Marseille ne le conserve pas, il sera obligé de retourner à United. Est-ce qu'il pourra avoir une place? Bon, la grosse interrogation. That is the question. Pour parler comme les Anglais. Algérie, 2023 au quotidien. Et on commence tout de suite par la Gazette du Chan. Les éléphants locaux sont à Alger. Le sélectionneur Salou Haïdara et ses poulains ont quitté Annaba ce jeudi matin en destination d'Alger. La délégation ivoirienne était conduite par le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo. C'est à l'hôtel Baye Diab que les Ivoiriens ont pris leur quartier. Rappelons que les éléphants locaux seront face à l'Ouganda ce dimanche au stade Nelson Mandela de Baraki pour une performance des Lions indomptables du Cameroun. Voilà donc pour les infos du jour. On passe tout de suite au résultat du jour. Battu par Madagascar lors de la première journée de cette compétition dans le groupe C, le Ghana jouait gros cet après-midi face à l'équipe du Soudan. Eh bien, les Ghanéens ont relevé le défi. Ils se sont imposés 3-1. On a vécu ce match il y a quelques instants seulement. Une équipe ghanéenne en difficulté en première période, mais qui sur la seconde période a retrouvé son football pour planter 2 autres buts aux Soudanais et s'imposer finalement 3-1. Les Ghanéens font une superbe opération. Ils ont 3 points. Et comme je l'ai dit, Begriago et Martial Gorou, Henri Joël Bois, Yellow, le Ghana se relance dans la compétition. Begriago, on a vu un Ghana à 2 visages, mais qui finalement s'est imposé 3-1. Oui, un Ghana à 2 visages, je te dis c'est bien, et surtout en seconde mi-temps, un Ghana séduisant, un Ghana qui a gagné la bataille du milieu, un Ghana qui a joué simple, un Ghana qui a retrouvé sa structure de jeu, qui a joué court, qui a joué long, mais surtout un Ghana qui a été efficace dans la surface de réparation, qui a eu une bonne finition. Quand ce Ghana joue à ce niveau, il est difficile à prendre. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce Ghana a compris qu'en football, il faut souffrir, il faut aller chercher le résultat, on ne va jamais vous le donner. Et ce Ghana a allé chercher ce résultat, parce que dominant en première mi-temps, ils ont été séduisants, ils ont été courageux, mais surtout, ils ont été efficaces. Mon cher Martial Gorou, est-ce que c'est ce Ghana que vous attendiez sur ce match-là, notamment en seconde période? Oui, après le faux pas face à Madagascar, le Ghana devait retrouver son statut, parce qu'il était arrivé comme l'un des leaders de la poule. Donc le Ghana avait perdu son statut en se faisant battre par les Malgaches. Aujourd'hui, le Ghana a terminé très fort la première mi-temps, et je l'ai dit que si le Ghana continue sur cette lancée, en début de seconde mi-temps, c'est sûr que le Ghana va supplanter. Et c'est le scénario que j'avais prévu qui est arrivé. Donc je crois que le Ghana montre face aux Soudanais qu'un match de football se joue pendant 90 minutes et non en 45 minutes. Donc c'est ça la leçon à tirer. Yolo, comment vous avez vu cette équipe du Ghana en seconde période? Elle est restée sur sa dynamique de fin de première période. C'est vrai que d'entrée de jeu, on a senti les Soudanais entrer tambour battant dans cette rencontre-là. On s'attendait certainement à un match très équilibré parce que les Soudanais avaient quand même quelques qualités ou beaucoup de qualités à nous démontrer lors de ce match-là. Mais le Ghana a su remonter rapidement au score. C'est vrai qu'il y a eu quelques actions de jeu, il y a eu des pénaltys et tout. Mais dans le fond de jeu du Ghana, je pense que le Ghana était supérieur par rapport au Soudan. Henri Joël Bois, le Soudan, sur la première période, on a été tous séduits. Une belle équipe soudanaise. Malheureusement, on ne l'a pas bien reconnue en seconde période. Et d'ailleurs, sur la fin de match, il a vendangé un nombre incroyable d'occasions de but. Est-ce que les Soudanais peuvent regretter sur l'ensemble du match? Oui, ils peuvent regretter. Vous savez, dans ce match face au Ghana, dans un premier temps, il fallait savoir que c'était le Ghana qui avait le dos au mur. Parce que à 3 dans cette poule, il fallait gagner son deuxième match, puisque ayant perdu le premier. Donc dans ce match, tout de suite, le Soudan
ayant déjà vu jouer le Ghana, a procédé à essayer de prendre à la gauche les Ghanéens dans un premier temps. Sauf que derrière, les Ghanéens vont se réveiller. Et peut-être ce réveil-là n'a pas été bien géré au niveau du banc de touche du Soudan, qui quand même est formé par deux grands clubs au niveau du Soudan, Al-Merreikh et Al-Hilal. Donc derrière, je pense que ça a été peut-être un problème de gestion plutôt qu'autre chose dans cette configuration face au Ghana, parce que quand on dispute très bien la première partie, forcément derrière, on doit pouvoir continuer si cette lancée-là. Sauf que derrière, le Ghana, sentant l'élimination venir, a peut-être changé sa manière de jouer. Et ce changement-là peut-être a perturbé un peu le plan mis en place du côté du Soudan. Et puis on a vu ce que ça a donné. Sauf qu'en fin de match aussi, ils se sont réveillés. Parce qu'ils ont aussi inscrit un but qui a été refusé, tout comme le Ghana aussi. Il y a eu 2 buts refusés. Il y a eu 2 buts refusés. Donc forcément, il y a eu un moment de flottement. Peut-être c'est ce moment de flottement-là dont les Ghanéens ont profité pour inscrire ces buts. Et puis voilà, derrière, c'est eux qui arrivent à s'imposer et qui, pour l'instant, sont en bonne position par rapport à la qualification. Il y a un dernier match au Soudan-Madagascar. On le verra naturellement sur la 3. Marshal Gourou, qu'est-ce qui a manqué aux Soudanais dans cette seconde période? Je pense que les Soudanais ont joué, ils ont été trop euphoriques, se sont donnés, parce que là, on a vu lors de la première mi-temps, c'est des gens qui étaient dans la densité, des gens qui étaient dans la vivacité, des gens qui étaient dans l'explosivité. Donc je pense qu'ils ont laissé beaucoup de force et ça pesait lourdement en seconde mi-temps. Bon, ça pesait lourdement en seconde mi-temps. Beugriago, il y a des joueurs qui ont brillé dans ce match-là. Afrié, le capitaine ghanéen également, quelques garçons du côté soudanais. Quels sont ceux que vous retenez particulièrement? Oui, le numéro 10 est soudanais, Youssouf Mohamed, qui a été extraordinaire sur l'après-midi. Véritable soliste du football, il sent le football, il joue, c'est un grand joueur. On a vu en première mi-temps, pour moi, je veux dire, le Soudan a mal géré avec ses joueurs, c'est temps fort de la première mi-temps, et Youssouf avait vraiment brillé sur cette première mi-temps-là, et puis après, le côté ghanéen, Afrié, Otoukou, numéro 10, ont vraiment été des hommes très forts de ce Ghana en seconde mi-temps. Et ce Ghana, pour moi, mérite de gagner. Ça a été vraiment un très beau match avec un scénario incroyable. Le Ghana qui est mené 1-0, qui devient 1-1, qui mène 2-1, qui mène 3-1. Le Soudan qui a la possibilité d'égaliser à plusieurs reprises. Le Ghana qui a la possibilité de corser l'addition. Oui, on a vraiment aimé ce match-là. Bravo aux Ghanéens, bravo aux Soudanais. Maintenant, quelle est la situation dans cette poule, dans ce groupe C? Madagascar à 3 points. Madagascar 3 points. Le Ghana à 3 points. Il reste un dernier match. Soudan-Madagascar. Soudan-Madagascar. Pour l'instant, c'est Madagascar et le Ghana qui sont qualifiés. Si on s'arrête à ce niveau de la compétition, sauf qu'il y a un dernier match pour les Soudanais. Il va falloir disputer ce dernier match face à l'équipe de Madagascar-Soudan. Et à l'issue de ce troisième match-là, on verra. Contrairement aux deux autres poules à 3, dans cette poule, il y a 2 qualifiés. Oui. Parce que le Maroc, au dernier moment, a déclaré forfait. Donc, du coup, on a 2 qualifiés. Et jusqu'à présent, toutes les équipes ont encore une chance de se qualifier pour le tour suivant. Donc, on attend forcément le dernier match pour être situé sur les 2 qualifiés. Les quarts de finalistes. Bon, le Ghana a déjà joué ces 2 matchs, c'est fini. Il est donc le deuxième match du Soudan et le deuxième match de Madagascar. Les 2 équipes s'affrontent dans quelques jours. Je crois que ça va être lundi, si je ne m'abuse. La confrontation entre Madagascar et Soudan. L'équipe qui va s'imposer pourrait se qualifier pour les quarts de finale. Voilà donc pour ce groupe C. On va attaquer maintenant les chiffres du jour. Les chiffres du jour, 9 comme le nombre de réalisations du meilleur buteur sur une édition de l'histoire du CHAN. Le record est détenu par le Marocain Ayoub El Kaabi, record établi lors de l'édition du CHAN 2018. C'était d'ailleurs à domicile au Maroc. Le Maroc avait été impérial dans cette compétition et Kaabi avait disputé un tournoi de toute beauté. Le Maroc qui d'ailleurs avait enchaîné 2 ans plus tard du côté de Cameroun en allant s'imposer pour l'édition de 2020 au pays donc, de Samuel Eto'o-Fils. Kaabi, meilleur buteur sur une édition avec 9 réalisations. 29 comme le nombre de tirs de la sélection ivoirienne lors des 2 premiers matchs du CHAN. 29 tirs pour les éléphants depuis le début de cette compétition. 12 contre le Sénégal, 17 contre la RDC. Sur ces 9 frappes, on note seulement 8 tirs cadrés, dont 5 devant la RDC. Ils n'ont pas mis ça sur le tableau, mais sur ces 29 frappes, on a 0 but.
C'est bien ça, monsieur. 0 but, 29 frappes, 0 but. Beugri à gauche, ça ne marque plus côté ivoirien. Ça ne marque plus, ça. C'était 2009 Non, c'est maintenant, là, sur la compétition de maintenant. Sur la compétition de maintenant. 2022, les 2 matchs. Alors, quand on voit s'il y a 29 tirs, il y a une bonne animation offensive. Pourquoi on ne marque pas? On a dit nous sommes à la recherche de tueurs, de véritables buteurs. Et quand une équipe, pour gagner un tournoi, a besoin d'un grand gardien et d'un grand buteur, la Côte d'Ivoire se cherche ce buteur-là. Yelo, qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres et du manque de but, du réalisme des éléphants? Je crois qu'on l'avait déjà évoqué quant au manque de réalisme des éléphants depuis même leurs matchs amicaux sur ce plateau. On se disait que c'était des indicateurs de la faible motricité de l'attaque ivoirienne. Et là, je constate que ça se concrétise là dans cette compétition-là et c'est tout à notre désavantage. Marie-Joël. Pourquoi on est surpris? Le meilleur buteur du championnat, il a 6 buts en 15 matchs. Bon. Ils sont 3 ou 4 qui ont 6 buts en 15 matchs, en 15 journées. Non, mais là, il marque quand même, mais là, il ne marque même pas. Non, mais quand on a... C'est 15 journées, là, Donc oui. là, on est à 2 journées. À 2 journées. Donc, il faut attendre 15 journées pour peut-être espérer avoir... Allez, monsieur. Donc, déjà, on a commencé avec ça ici, et on continue avec ça. D'accord. Est-ce que le record du Tunisien El Kaabi sera... le Marocain El Kaabi sera battu un jour? Martial Goro. Ouais, c'est possible, les records sont faits pour être battus. Ça va mettre le temps que ça va mettre, mais tôt ou tard, ce record sera battu. Bon, 9 buts sur le champ, ça ressemble aussi au record de Zéro Ndao. Oui, Ndao. Sur la CAN 114. 114, oui. Il a marqué 9 buts en une édition. Oui, bien sûr. Bon, d'accord, très bien. Mais ce record-là, Ndao n'a pas été battu sur une édition. Poku l'a battu sur 2 éditions. 68-70 avec 14 buts. Et puis Samuel Eto'o-Fils, ce diable de Samuel Eto'o-Fils, l'a battu en 5 cannes. Le record de Poku a duré 38 ans. Bien sûr. Allez, messieurs, on avance. L'ouverture du téléphone, c'est dans quelques instants. On fait une pause publicitaire et on revient. J'aimerais vous dire qu'on est très heureux de retrouver la grâce, le sourire, la lumière, le soleil de Marc-Dominique. Je pense qu'on a sorti parce que tu portes une très belle robe. Ah oui, suivez mon regard. Anaconda ne dit rien. Sujet chaud, actualité brûlante, place au sommaire. Donc tu peux faire beaucoup de choses pour l'argent alors. Avec ma bouche, oui, non pas... Un artiste ne peut pas faire 10 métiers en même temps. Tu ne peux pas gérer 10 bureaux. Tu es footballeur, tu es chorégraphe, tu es chanteur, tu es danseur, tu es peintre. Au juste, qu'est-ce que je fais avec toi si tu as 10 boulots? Oui, non, moi je ne chante pas, mais je fais ça comme ça pour m'amuser. Oh, abomination. Ce que tu dis, c'est grave. Je peux parler. Moi, c'est ça qui nous suit. Donc, si on tourne... On dit. Oui. Après, il faut m'inviter à aller manger. Donc aujourd'hui, là où tu es là pour les fêtes, tu as refusé les poissons de Salah Junior. La plus forte somme que tu as reçue, c'est combien? Il y a quoi? Tu n'attends pas, waouh! Il y a caillou dans ton Voilà, il y a caillou dans ton oreille. Moi, je ne sais pas. Quand on a eu cet argent-là, moi et lui, on ne s'est pas assis pour signer contrat. C'est un jeton qu'on a partagé. Tu as reçu les 2 millions ou pas? Tu ne m'as pas donné 2 millions, c'est moi qui t'ai remis 1 million. Moi? Qui c'est? Tu t'es jeté la petite pour te suicider? Ta carrière, il y a projet de médicaments de Napoli. Non, il n'y a pas projet de médicaments, c'est pour ouvrir pharmacie ou bien. Là, c'est des questions, monsieur Les bagues, tête de mort, tu as beaucoup sur tes doigts là. Ça signifie quoi? Chacun son style, mon vieux. Oui. Toi, là, tu portes les chapeaux bizarres. Bon, tu te crois au pôle Nord, il y a quoi? Merci à tous, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité à PPLK. Vous donnez rendez-vous demain, même heure, même canal. C'est la 3. Pipolémique, du lundi au vendredi à partir de 13h30. Plus 225 27 21 59 93 99. Le téléphone est ouvert maintenant. Je rappelle encore la question LGT. Les changements apportés par Soilio Aïdara vous ont-ils convaincu face à la République démocratique du Congo? Eh bien, le téléphone est ouvert maintenant. Vous pouvez appeler pour vous prononcer sur...
Le chantier de l'équipe nationale locale est bien vaste et complexe pour le sélectionneur Aïdara Swaleo. Nommé en juillet 2022, il a livré au total 5 parties amicales, 2 matchs éliminatoires et 2 rencontres de phase finale du CHAN 2022 pour un bilan de 2 victoires, 5 nuls et 3 défaites, 6 buts marqués et 10 encaissés. En Algérie, la défaite initiale face au Sénégal l'a conduit à revoir l'utilisation de ses ressources humaines contre la RD Congo. Ainsi, s'il a maintenu Foli Ayayi dans les buts, il a procédé à quelques réajustements en défense en sortant le latéral gauche Bayi Moïse pour le remplacer par Andé Cyril Habib. Il a placé celui-ci sur le flanc droit et décalé Yao Atoula à gauche. La charnière Koulibaly Souleymane Aziz Siaouné a été reconduite. Dans le trident du milieu de terrain, seul Zouzoua Pacom a cédé sa place à Constant Wayou. Quant au secteur offensif, il a été complètement remodelé avec la rentrée de Ouotro Patrick, Silla Mohamed et Salifou Diarasouba. Ces 5 changements et le travail psychologique effectué ont permis de présenter une meilleure copie devant la RDC. Les éléphants ont dominé avec 53% de possession de balles, 17 tirs, dont 5 cadrés et 7 occasions nettes de but. Il n'a manqué que l'efficacité devant les buts pour achever la symphonie. Toutefois, Aïdara Swaleo et ses poulains sont encore en vie dans ce groupe B. Une victoire probante lors de la 3e journée face à l'Ouganda leur ouvrirait le chemin des quarts de finale. Les changements apportés par Swaleo Aïdara vous ont-ils convaincu, messieurs, mesdames, à vos ardoises pour répondre à cette question? Et puis on va commencer à décortiquer donc le sujet. Je rappelle que les éléphants, pour leur première sortie, ont été battus par le Sénégal 1-0, 0-0 pour la deuxième sortie. Le 3e match sera face à l'Ouganda lors de la 3e journée ce dimanche. Pour le classement dans la poule, l'Ouganda a 4 points, le Sénégal a 3 points, la RDC a 2 points, les éléphants ont 1 point. Ils sont derniers, mais ils ne sont pas encore éliminés de la compétition. Messieurs, vos réponses, mesdames, vos réponses. Henri Joël, non. Oui pour Begré Ago. Un tout petit oui pour Yellow Blémon. Un gros oui pour Martial Gaourou. Je vais commencer par vous, Yellow. Est-ce que ces modifications vous ont convaincu? J'ai écrit petitement oui parce que je fais une comparaison par rapport au match qu'on a eu à livrer face au Sénégal. Contre le Congo, on a rendu une bien meilleure copie. On a surtout eu de l'animation dans le secteur offensif sans toutefois trouver le chemin des buts. On a eu plusieurs actions nettes, ça se disait dans l'élément, cette action nette. Ça se dit aussi qu'on a eu plusieurs aussi actions non nettes, je vais dire non nettes, mais par rapport au Sénégal, on a plutôt montré une très belle copie. Mais le oui est sur aussi un fond de réserve. Non. Non parce que, oui. Non, parce que la Côte d'Ivoire, dans sa poule, a seulement un seul point, soit un 6e des points que la Côte d'Ivoire pourrait avoir en 2 matchs. On pourrait avoir 6 points. Est-ce que cette copie que la Côte d'Ivoire nous a présentée face à la République démocratique du Congo pourrait persister dans le temps et pourrait nous envoyer à la victoire du CHAN? J'émets des réserves par rapport à ça. D'accord, elle a des réserves par rapport à ça. Marshal Gourou, vous avez mis oui? Oui, parce que d'abord, au niveau du poste de latéral droit, on sort Bayi Moïse, on fait entrer Andé, Cyril, parce que l'entraîneur a constaté que lors du premier match, ce côté-là n'était pas animé. Donc Andé est plus vif, quelqu'un qui est porté vers l'avant. Je pense qu'on l'a vu lors du match, il a été très offensif. Maintenant, dans le milieu, on a sorti Zouzoua Pacom et Diarasouba est venu là. Et en numéro 10, je pense qu'il a quand même un milieu sortant, il a apporté son plus. Maintenant, surtout en attaque, c'est là que se posait le problème. Il a pensé pouvoir donner les éléments pour marquer des buts. Malheureusement, ce n'est pas venu, mais il y a eu beaucoup d'occasions. On sort Sankara, on lui met Ouotro Patrick. Et derrière Sankara, il y avait Zouzoua, qui n'a pas soutenu Sankara. Maintenant, au niveau de Ouotro, on met Wanyou en 9,5. C'est vrai, il y a eu plus d'animation. Malheureusement, ce qu'on espérait, la finition n'était pas au rendez-vous. Mais je crois qu'il y a eu quand même une nette amélioration par rapport au contenu, à l'animation du jeu ivoirien par rapport au premier match. Très bien. Monsieur Sekou nous appelle de Soubré. Bonsoir, monsieur Sekou. Bonsoir, monsieur. Oui, comment allez-vous? Ça va un peu. Bon, on vous écoute sur les modifications apportées par Swaleo Aïdara. Oui, en tout cas, c'est bon. Ouais, l'animation est bonne, tout est bon. Mais
bon, je ne déplace pas le débat, mais M. Traoré s'est créé un peu de problème au niveau de l'attaque. Parce que, par exemple, en Côte d'Ivoire, au championnat, aux différents championnats, il a laissé le numéro 9 du Dembélé, il a laissé derrière lui. Le numéro 9 de l'As Dembélé? Oui, il pouvait lui apporter beaucoup de choses. Bon, il a laissé quelques joueurs quand même qui sont meilleurs buteurs en ce moment. Adam Bendé, le milieu sortant gauche du Stella Club n'est pas parti non plus, mais il est parti avec les joueurs en qui il avait confiance. Oui, c'est ça. D'accord, ben, bon, l'animation est bonne, ben, je souhaite bonne chance à une France. Bon, tout ça dépend. Je sais que le troisième match, Inch'Allah, ça va marcher. Bon, au troisième match, Inch'Allah, ça va marcher. Bien, M. Sekou. Henri Joël, vous avez dit non, les modifications n'ont pas été bonnes. Il a fait entrer 5 nouveaux joueurs. Il a réduit un peu le nombre de joueurs de la SEC qui étaient 8 au départ. Ils sont passés à 4 ou 5. Il a fait entrer 5 nouveaux joueurs. Vous dites non, ça n'a pas été bien. L'objectif recherché, c'était la victoire. Évidemment. Mais on n'a pas eu la victoire. Et en plus, on est dernier de la poule. Donc aujourd'hui, l'objectif recherché, parce qu'au foot, c'est vrai, est-ce que c'est le contenu qu'on regarde? Parce que si c'était le contenu qu'on regardait, l'équipe de l'Éthiopie était déjà qualifiée, hein, parce qu'ils ont montré une meilleure copie même que les adversaires qu'ils ont affrontés dans cette compétition depuis le début du tournoi. Mais ce n'est pas le contenu qu'on regarde. On regarde quoi? À la fin, c'est quoi? C'est la victoire. Et on n'a pas de victoire. On a un match nul. On était un doigt près de la victoire. Oui, mais on comparait les prestations des deux équipes sur les 2 matchs. Il y a une nette amélioration, mon cher Henri Joël. Je ne pense pas, parce qu'on ne va pas comparer les prestations. On va comparer ici le résultat à la fin des 2 matchs. Vous avez raison. Voilà, à la fin des 2 matchs, on n'a pas gagné. Et on est dernier de la poule. Et là, on est à quelques pas même de sortie même de la compétition. Parce que sur le 3e match, on va rencontrer le leader de la poule. Avec des 6 même. Voilà. Donc aujourd'hui, en termes de résultats, on n'est pas à la hauteur. Donc ce qui veut dire que malgré les changements apportés, ça n'a rien changé au destin des Ivoiriens. On était dernier et on est toujours dernier. Bon, maintenant sur les résultats, le premier match on l'a perdu, le deuxième match on a fait nul. Donc il y a une amélioration dans le résultat. Non. D'accord. Là encore non. Très bien. Beugri Yango, vous avez dit oui. Solia Dara a apporté de très bonnes modifications dans le groupe. Mais oui, quand on regarde la copie qui a été donnée lors du premier match, et cette donnée au second match, il y a de l'amélioration. La preuve, on s'est créé beaucoup d'occasions. On a vu que dans le cœur du jeu où nous avons été bouffés par le Sénégal, on a bouffé la RDC. On voit que... Permettez-moi, Beugri Yango, de prendre un appelant, priorité aux appelants. Il y a M. Konan Hervé qui nous appelle de Koumassi. Bonsoir, M. Konan Hervé. Oui, bonsoir, la grande fille. Oui, salut. Comment allez-vous? Je vais bien par la grande fille, ça va. On vous écoute. D'accord. Bon, pour la question posée, je crois que c'était tout à fait logique qu'il apporte des changements au vu de ce que nous avons constaté au premier match. Donc déjà, on a vu une évolution, voilà, comme le disait M. Gourou, l'équipe est montée en puissance. Donc je crois que ça c'est déjà bon, mais le débat est bien plus ailleurs. Vous voyez, le débat, voilà, ça ouvre carrément la problématique de la formation en Côte d'Ivoire. Ouais, ces joueurs que vous voyez là, en réalité, il faut qu'on se dise la vérité. Mais M. Konan, le débat que vous posez, on va le mener ailleurs. Il est tellement grand et tellement profond qu'on va prendre du temps pour le mener. Et on va le mener sur notre antenne, ne vous inquiétez pas. Seulement, restons dans le cadre de cette compétition et de la comparaison de l'équipe de la première journée et de celle de la deuxième journée. Solia Dara a-t-il bien fait? Oui, il a bien fait, c'est ce qu'il disait d'entrée de jeu. Et lui-même, je crois que après le match, il a même dit qu'il ne peut pas monter sur le terrain pour marquer à la place de ces joueurs-là. Donc c'est pourquoi il dit que le débat est bien plus ailleurs. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'ils en ont conscience et qu'ils feront tout leur possible. N'est-ce pas? Parce qu'on disait il y a hier, M. Rachinguessan qui disait que les joueurs n'avaient pas eu assez des matchs, des préparations. Non, je m'inscris en faux. Parce que 15 journées des matchs dans les pieds, on ne peut plus parler. Et 3 matchs amicaux, c'est beaucoup, hein? Et 3 matchs amicaux, c'est largement suffisant. Et vous voyez, M. Stéphane, vous êtes journaliste. Si demain vous changez de chaîne, mais on ne va pas vous montrer quand même les béabas. On vous tend un micro, vous faites la même chose. Exactement. Exactement. Voilà, donc c'est des gens, ils ont opté pour le football. C'est des professionnels du football. C'est le métier qu'ils ont choisi. Je pense que même en une journée, on peut les mettre ensemble et leur dire comment il faut jouer. Très bien. C'est pas nous autres qui nous Très bien, M. Konan. Très bien, M. Konan. Je sais que vous avez beaucoup à dire. On en reparlera. Vous êtes nombreux
en ce moment au téléphone. Merci, M. Konan. On a compris l'essentiel de votre intervention. M. Konan avec nous appelé de Koumassi. Allez-y maintenant, Beugri Yago. Comme je disais, lors du premier match face au Sénégal, on a été réellement bouffé, étouffé dans le milieu de terrain. Aujourd'hui, face à cette équipe de la RDC, on a eu l'avantage, on a dominé la RDC. Mais là, la réalité, c'est qu'on ne marque pas. Ça fait partie du football. Il y a une bonne animation. Quand on se crée l'occasion, forcément, tôt ou tard, on marquera. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore éliminés. C'est vrai, nous ne sommes pas encore éliminés. Pas du tout. Il n'y a même pas de qualifié encore dans notre Voilà, donc on peut être dernier. Mais on n'est pas encore éliminé. La Côte d'Ivoire peut se qualifier sur son dernier match. Et je dis que les éléphants ont cette possibilité-là. Mais je dis en football, il y a des vertus qu'il faut avoir. Il faut aller chercher la victoire. Il faut être courageux, il faut être vaillant. Il faut refuser la défaite. Si ces éléphants n'amènent pas les ingrédients qu'il faut, et que je vais les citer, ce sera vraiment difficile parce qu'en football... Alors de comparaison, je reviendrai à vous. On va prendre la réaction de quelques-uns de nos confrères qui ont bien voulu se prononcer sur les changements apportés par Swallow Dara dans cette équipe des éléphants. Et oui, c'était un match très rythmé, car l'enjeu principal pour les Ivoiriens était d'arracher au moins les 3 points pour se relancer dans ce groupe B. Malheureusement, l'objectif n'a pas été atteint, mais un point là va quand même aider la formation ivoirienne de tenir et d'espérer pour le dernier match de la dernière journée qui sera contre l'Ouganda. Et puis voilà, et côté congolais, c'était une équipe qui avait aussi tenté de faire mouche, mais malheureusement, en face, c'était une équipe très solide, une équipe ivoirienne avec des très bons joueurs. C'était une équipe remaniée par rapport à la récente composition du premier match. On a quand même vu quelques automatismes et il y avait des joueurs qui avaient donc l'envie de faire mieux. Malheureusement, ça n'a pas tenu et ils vont tenter de faire mieux lors de la dernière journée contre l'Ouganda. La Côte d'Ivoire a tout donné dans ce match-là. Ils ont élevé leur niveau par rapport au premier match que nous avons vu contre le Sénégal. Malheureusement, le même problème demeure, la finition. Quand je compte le nombre incalculable de buts que les jeunes se sont créés, je pense que ce n'est pas un résultat mérité pour l'équipe. On aurait pu faire mieux. 1-0, 2-0, personne n'aurait crié au scandale. Sinon, dans l'ensemble, je pense qu'on a tenu le match. On a été bon au milieu, on a été bon sur les côtés, on a été bon aussi en défense, même s'il y a eu quelques fébrilités au niveau de l'axe central. Mais dans l'ensemble, on a fait un meilleur match que celui qu'on a joué contre le Sénégal. Ça serait un match coupéré parce que, comme on le dit, c'est la victoire ou rien. Je pense que les Ivoiriens aiment bien cette configuration où il n'y a pas de calcul à faire, il faut gagner. Mais ça ne serait pas un match facile parce que l'adversaire n'a aussi pas le droit à l'erreur, comme tous les matchs d'ailleurs. Mais je pense que ça va se jouer au niveau du mental, mais aussi de l'engagement. C'est vrai, l'équipe ougandaise est très engagée, elle est très physique. Elle va vite, il y a des garçons qui vont très vite. Nous, on a notre technique, on a notre jeu de faire du passe-court. Il faut exceller dans ce domaine-là pour pouvoir prendre à défaut cette équipe d'Ouganda. Je pense que ça sera la clé, mettre beaucoup plus d'impact technique, mais surtout, comme on le dit, on ne le répétera jamais assez, être efficace, transformer les occasions qu'on va se créer en but. On n'a pas d'autre choix que de jouer à fond. Et il faudra réussir, coûte que coûte, la dernière passe. Il faudra réussir, il faudra marquer ce but-là qui va nous libérer. Parce que si ma mémoire ne me trahit pas, depuis 2018, les équipes ivoiriennes n'ont pas encore marqué de but dans une phase finale du CHAN. Donc on a un gros souci à ce niveau et donc il faudra vaincre ce signe indien là pour pouvoir se libérer et puis avancer. Tout est possible, on y croit, il y a de l'espoir. Les joueurs en conférence, en zone mixte du moins, malgré la déception, ont affiché une bonne mine pour la suite. Réaction de journalistes ivoiriens et congolais sur ce match, ce deuxième match des éléphants de Côte d'Ivoire. On n'a plus du temps. Yellow, est-ce qu'on va gagner l'Ouganda? Oui, si. On peut gagner? Oui. Marshal Gourou, on peut gagner l'Ouganda dimanche? Oui, c'est ce que je crois. L'équipe de Côte d'Ivoire s'est bonifiée. Il y a de l'espoir. Henri Joël Bois, vous y croyez? Je veux une victoire, mais je n'y crois pas. Ça va être difficile. Très difficile. Beugri Yago et vous? Si on met les ingrédients, on peut gagner. Donc oui, mais tout le monde me rejoint. Merci. Moi j'y crois. J'ai vu un meilleur visage des éléphants sur le deuxième match. J'espère que ils vont jouer avec ce même comportement face à l'équipe de l'Ouganda. Et on verra bien ce dimanche. C'est terminé pour aujourd'hui. Je donne le programme de demain, vendredi 20 janvier 2023. 16h, Angola, Mauritanie, groupe 2, prise d'antenne à partir de 15h. 19h, Congo-Niger, groupe E, prise d'antenne à partir de 18h. Merci d'être resté en notre compagnie. Merci d'avoir suivi LGT. On se donne rendez-vous demain pour d'autres moments de passion sur la 3.